partir au Brésil là bientôt c'est pour la sortie de l'édition brésilienne du livre sur le nomadisme. Mais là, vous allez où? Là, je vais tout d'abord à Fortaleza, dans le nord-est, et ensuite à São Paulo et à Rio. Après, vous allez aussi au mois de septembre Voilà, avec Edgar Morin et Jean alors là, au mois de septembre, c'est une grosse affaire avec Baudrillard et Morin. On va à Porto Alegre et ensuite à São Paulo. Et de là, on monte à la foire du livre de Belém. Voilà, pour parler un peu de la pensée française. Vous dites que le Brésil, c'est une sorte de laboratoire du nomadisme. D'une certaine manière, moi en général, j'ai toujours dit que le Brésil avait peut-être avait cette fonction qu'a eu l'Europe au XIXe siècle, c'est-à-dire d'élaborer des nouvelles valeurs ou de reprendre des valeurs anciennes. Et on n'est plus enfermé dans les grandes identités dans lesquelles finalement que la modernité avait élaboré, une identité sexuelle, une identité idéologique, professionnelle, mais qu'on voit revenir dans tous ces domaines que je viens de dire et dans bien d'autres, un esprit nomade. Pourquoi le Brésil, ce serait un exemple? Parce que le Brésil est un bouillon, un chaudron, se concocte, ou est en train de se cuisiner une nouvelle manière d'être, qui n'est pas ligotée, enfermée dans ce qui étaient les grandes idéologies, les grands systèmes de pensée qui se sont élaborés au XIXe siècle. Un pays plus jeune, un pays où il y a une vitalité, où des valeurs comme le plaisir du corps et l'hédonisme, et ça dans le sens fort et dans le sens, encore une fois, gratifiant, a toute sa place. Récupérer un peu Dionysos et dans la vie quotidienne, comment on voit cette présence de Dionysos. Je crois que le Brésil aussi est un bon lieu justement pour observer comment on construit le corps, la multiplication des jeux de plage dans les villes, la multiplication des salles de gymnastique, qui est une valorisation du corps pour lui-même, le corps que l'on va soigner, une espèce de diététique qui devient là quotidiennement un souci populaire, et je dis le mot souci là dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire ça devient une espèce de préoccupation presque pas consciente. Ça se fait, ça fonctionne comme cela. Le corps que l'on habille, la mode ou la chirurgie esthétique sur un autre domaine. Vous avez un groupe d'études à la Sorbonne et là vous faites aussi des études, par exemple sur les clubs échangistes à Paris, en France. Alors en effet, il y a cette recherche sur les clubs échangistes qui est, je ne veux pas dire de sottise, mais qui dans les 5-6 ans qui viennent de s'écouler a été multiplié par 20 si vous voulez, et si ces clubs existent, ça veut dire qu'ils servent à quelque chose, ça veut dire qu'ils sont fréquentés. C'est une sexualité qui n'est pas enfermée dans la monogamie qui était en principe la nôtre, occidentale, mais moi je dirais une espèce de polygamie, où des amours successifs ou des amours en groupe sont un indice très fort, et ce qui est curieux là encore, c'est qu'il y ait peu d'analyses qui soient faites sur un phénomène qui est un phénomène très important. Le Brésil, je crois, est aussi un exemple dans cette discussion. Là, vous connaissez bien les mots sacanage. Le sacanage, bien sûr, qui est là une vieille structure, je dirais, brésilienne. Mais moi, ce qui me frappe au Brésil, là encore, je pense qu'il faudrait que les observateurs sociaux se penchent un peu là-dessus, c'est la multiplication des motels au sortir et au pourtour de toutes les villes. On le voit bien sûr à Rio, à São Paulo, mais quand on va dans le nord-est, on voit également ces motels qui jouent dans le fond un rôle qui est aussi cette introduction de l'imaginaire, cette introduction des fantasmes dans le sens simple du terme, dans la vie quotidienne. Dénoncer un peu cette sorte de décalage entre la pensée des élites, des politiques et la société elle-même. C'est amusant de voir comment, pour la France que je connais bien, tous les gens de ma génération sont des gens de pouvoir maintenant. Ces générations de 68 sont instituées, elles ont institué une manière de penser, et à côté il y a l'aspect, ce que j'appelle moi la puissance, la centralité souterraine de ces jeunes générations, ou moins jeunes d'ailleurs, peu importe, qui n'acceptent plus cela. Alors cela crée bien évidemment, et ça c'est un phénomène très fort en France, pour moi c'est un phénomène dramatique même, un vrai écart, un décalage entre l'élite et puis ceux qui vivent la vie en quelque sorte. C'est intéressant de voir comment les universitaires ne jouent plus le rôle que pouvaient jouer à l'époque les grands intellectuels français.
c'est intéressant de voir comment les journalistes également actuellement sont aussi déconsidérés. On ne les croit plus, pour parler simplement. Et c'est encore plus intéressant de voir bien sûr comment les hommes politiques ne valent que quand ils paraissent sous forme de guignols. Hein. Dans le fond, c'est ce qui marche, c'est-à-dire l'aspect dérisoire. Et c'est à bien des égards inquiétant parce qu'il faut qu'une société tout de même soit représentée. Juste pour finir, vous-même, vous êtes un hédoniste? Ça, c'est... Je ne répondrai pas à cette question. J'analyse l'hédonisme. Vous savez, je reste un universitaire. Hein. Moi, je reste, comme les gens de ma génération, très attaché au travail. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de voir que cet hédonisme est là une réalité prenante, présente, prégnante, et que le fait culture. Et je rappelle, et ce sera peut-être mon dernier mot, je rappelle qu'il y a des grandes sociétés, je pense à la Renaissance par exemple, mais je pense à la Vienne fin de siècle également, où justement la culture s'est élaborée à partir de l'hédonisme. Donc on peut imaginer justement qu'il y ait une forme culturelle, c'est-à-dire un être ensemble qui s'élabore à partir du plaisir d'être ensemble, du plaisir du corps, du plaisir de jouir de la terre. Hein, amor mundi, l'amour du monde.